Mabuhay, kabayan, ¿cómo está ka? Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à nouveau dans un pays incroyable. Nous allons parler d'un archipel de 7000 îles, qui est l'un des plus gros producteurs de noix de coco, de bananes, qui a plus de 175 langues austronésiennes, et je ne vous parle pas de l'Indonésie. Un pays qui a pour nom un roi espagnol, qui avait l'espagnol comme langue officielle. Le troisième pays catholique au monde, un pays où on célèbre Noël pendant 3 mois. Un pays où les patronymes les plus répandus sont Ramos, Garcia, De la Cruz, Reyes, un pays qui utilise le peso. Et je ne vous parle pas d'un pays d'Amérique latine. Un pays qui adore le basketball, qui adore chanter sur des chansons en anglais. Un pays qui peut-être est le troisième pays anglophone aujourd'hui. Et je ne vous parle pas des États-Unis. Un pays enfin qui a les plus petits primates au monde, les tarsiers. Un pays qui a la troisième plus grande diaspora au monde après les Indiens et les Chinois. Enfin un pays où on a créé des modes de transport très originaux, notamment que l'on a appelé les jeepneys, les calesa ou les tricycles. Eh bien, ce pays, il s'agit des Philippines. Et si le reste de la vidéo vous intéresse, eh bien, regardez la suite. Alors, les Philippines sont aussi un pays d'Asie du Sud-Est, à peu près de 300 000 km², ce qui fait à peu près la superficie de l'Italie. Le nom Philippines, comme je viens de l'indiquer, vient en fait d'un roi espagnol. Il s'agissait de Felipe II, le fils de Charles Quint. Alors, intéressons-nous plus en détail sur le relief. Eh bien, vous voyez que le relief des Philippines, eh bien, c'est un archipel de plus de 7000 îles et seulement 20% ont un nom et encore moins sont habités. Cet archipel, en fait, est délimité à l'est par la mer de Chine, qui est une mer bordillère de l'océan Pacifique. C'est là d'ailleurs que malheureusement se forment la plupart des typhons. Donc c'est pour cela qu'aux Philippines, eh bien, la côte est est beaucoup plus touchée par les typhons que la côte ouest. Ensuite, vous avez au nord, entre Taïwan et les Philippines, le détroit de Luzon. Ensuite, à l'ouest, vous avez la fameuse mer de Chine méridionale dont nous avons parlé dans les vidéos du Vietnam, de la Malaisie ou du Cambodge. Et puis, vous avez au sud-ouest la mer de Sulu qui départage la Malaisie et les Philippines. Et enfin, au sud, la mer des Célèbres qui sépare en fait les Philippines de l'Indonésie. Mais, malgré le fait qu'il y ait 7000 îles, on peut les regrouper dans 3 groupes d'îles. D'ailleurs, sur le drapeau philippin, vous allez voir un triangle avec 3 étoiles qui représentent en fait ces 3 groupes d'îles. Au nord, vous avez Luzon, qui comprend également Palawan et Mindoro. Au centre, vous avez les Visayas et au sud, vous avez Mindanao. Alors, intéressons-nous plus en détail à chaque partie. D'abord, Luzon. Au nord-ouest, vous avez d'abord ce qu'on appelle la Cordillera Central parce que, effectivement, c'est une chaîne de montagnes, Cordillera Range, qui va du nord au sud. Vous retrouvez un certain nombre de monts à plus de 2000 mètres. On peut notamment citer le mont Sikapu, le mont Lakopti-Duyog, le mont Alshan, le mont Kapligan, le mont Ugo et le mont Pulog, qui est le mont le plus élevé. En parallèle de la Cordillera Centrale, vous avez en fait la Sierra Madre. Elle touche littéralement la côte est de Luzon. Vous n'avez pas de route qui longe la côte au-delà de la province d'Aurora. D'ailleurs, la route se termine. Si vous voulez aller au nord, eh bien, il va falloir aller dans la vallée de Cagayan. Justement, elle est comprise entre la Cordillera Centrale et à l'est, la Sierra Madre. Et en fait, ces 2 chaînes de montagnes se rejoignent au sud, au mont Caraballo. Ensuite, vous avez la plaine de Luzon centrale, qui est un véritable grenier à riz pour les Philippines. Et à l'ouest de cette plaine centrale, vous avez les monts Zambales. Ensuite, vous avez toute la plaine centrale qui va jusqu'au sud de Luzon. Et au sud de Luzon, vous commencez à avoir des collines, puis des montagnes et enfin des volcans. C'est la région de Bicol. C'est là où vous avez le volcan Mayon, plus de 2462 mètres. Et puis, de l'autre côté de Luzon, vous avez les îles de Mindoro avec le mont Halcon à 2585 mètres. Et enfin, vous avez Palawan, qui est une île qui s'étend sur plus de 4
400 mètres de longueur et 40 km de large et qui a le mont Mantaliganjan qui a 2085 mètres. Ensuite, j'ai nommé les Visayas. Alors, vous avez d'ouest en est d'abord l'île de Panay, puis l'île de Negros, l'île de Cebu, l'île de Bohol et enfin l'île de Samar et Leyte. En fait, ces îles sont reliées par une même chaîne de montagnes. Et vous avez le mont Canlaon, qui est le mont le plus élevé des Visayas, sur l'île de Negros. Et enfin, il faut mentionner Mindanao, qui est la deuxième île principale des Philippines après Luzon, avec notamment Diuta. Alors, Diuta sont au nord-est de Mindanao. Ensuite, vous avez la rivière Agusan. À l'ouest de la rivière Agusan, vous avez trois types de montagnes. Vous avez Kitanglad, et à presque 3000 mètres d'altitude. À l'ouest, vous avez Kalatungan, qui est à 2800 mètres d'altitude. Et enfin, vous avez les monts Butig, avec le mont Piapayungan, à plus de 2000 mètres d'altitude. Il faut également citer, à proximité des monts Butig, le lac Lanao, un des lacs majeurs des Philippines. Les monts Butig, en fait, s'orientent vers le golfe de Moro, une baie par rapport à la mer des Célèbres. Au sud des monts Butig, vous avez le Rio Grande de Mindanao. Et enfin, au sud, vous avez une chaîne de montagnes qui va du nord-ouest au sud-est avec le mont Busa, seulement 2000 mètres. Et à l'est de cette chaîne, vous retrouvez enfin le mont Apo. C'est le mont le plus élevé des Philippines et il s'élève à presque 3000 mètres d'altitude. Enfin, au sud-est de Mindanao, il faut citer les monts Amiguintan. À l'extrémité ouest de Mindanao, enfin, il faut nommer la cordillère de Zamboanga. Alors, l'altitude moyenne des Philippines est à 492 mètres. Donc, c'est plutôt une altitude élevée et le climat est tropical. La population des Philippines est de 119 millions d'habitants. Autrement dit, en Asie de l'Est, les Philippines sont le 4e pays le plus peuplé après la Chine, l'Indonésie et le Japon. Mais le dynamisme démographique d'une part des Philippines et le déclin du Japon d'autre part font que dans les prochaines années, les Philippines dépasseront la population japonaise. La moitié de la population des Philippines vit en ville et l'autre moitié en campagne. Donc, on va très certainement avoir dans l'avenir un dynamisme aussi urbain. Et bien justement, parlons des villes. Et vous avez d'abord la première ville, c'est bien sûr Manille. Manille, c'est la capitale des Philippines. C'est une aire urbaine de 16 millions d'habitants. Si vous comprenez l'agglomération, ça peut aller au-delà de 20 millions d'habitants. C'est la 12e plus grande ville au monde. D'ailleurs, les Philippines eux-mêmes sont le 13e plus grand pays au monde. Alors, Manille, historiquement, un sultanat islamique de Manila, c'est pour ça qu'on a repris le nom, qui a complètement été détruit par les Espagnols et qui ont refondé une ville européenne, notamment Miguel López de Legazpi en 1571. 2 ans après la fondation de cette ville, a été mis en place le fameux Galeón de Manila, le galion de Manille, qui justement permettait de relier les Philippines à l'Amérique, au port d'Acapulco. La raison principale, c'est un port en eau profonde orienté vers le marché chinois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais vont prendre la ville et lors de la libération de la ville par les Alliés, la ville va être complètement bombardée. C'est pour ça que vous avez peu de restes, à part dans Intramuros, et il y a eu plus de 100 000 morts. Alors aujourd'hui, Manille, c'est la capitale politique, le centre administratif, économique. La moitié de la production industrielle et touristique du pays se font à Manille. C'est un cas de macrocéphalie, puisque vous avez 20% des Philippins qui sont concentrés. Et lorsqu'on parle de Manille, en fait, on parle de 16 villes. Alors on peut citer Caloocan, Quezon City, Pasig, Taguig, Makati ou Manille. En fait, le centre de Manille, Intramuros, c'est là où vous retrouvez les vestiges de la période coloniale. Manille, d'une part, ça va être par exemple des projets grandioses, les plus grands centres commerciaux au monde. Par exemple, on peut mentionner Mall of Asia. D'une part, ça va être par exemple la construction d'un pont entre Bataan et Cavite. Le pont fait 32 km. Et puis de l'autre, ça va être encore aussi des bidonvilles comme à Tondo. Ensuite, la deuxième ville du pays, ça va être Davao. C'est la plus grande ville de Mindanao. Historiquement, le sud de Mindanao a échappé pendant très longtemps au contrôle des Espagnols. Donc c'était plutôt sous l'influence des sultanats du sud et notamment jusqu'au 19e siècle, vous avez un cheikh qui s'appelle Datu Bago qui va exercer une influence sur cette ville. Donc les Espagnols vont finalement arriver très tardivement, exercer une influence d'à peine 50 ans et sous l'influence américaine que vous allez avoir des colons de Visayas et ce qui explique aujourd'hui pourquoi la ville est majoritairement Cebuano ou Visayas. Alors c'est un centre agroalimentaire puisqu'elle est située dans une plaine fertile mais aussi
aussi, c'est les call centers pour les services de manière générale. Et vous avez un potentiel touristique puisqu'on n'est pas très loin du mont Apo. Ensuite, la troisième ville, c'est Cebu. Alors Cebu, c'est la véritable capitale des Visayas. C'est la plus grande ville. C'est historiquement là où a commencé la colonisation espagnole, suite au traité de Cebu de 1565. C'est la première ville fondée par les Espagnols aux Philippines en 1565. C'est le premier port maritime intérieur des Philippines. Malheureusement, la ville fut également détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et elle connaît un boom économique important depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, vous voyez que, en raison du cas de macrocéphalie de Manille, vous avez très peu de villes à Luzon. On peut mentionner, après Manila, la ville de Angeles. Angeles est la capitale du Pampanga. C'est une ville qui abritait une base militaire américaine, Clark, et qui est très connue en fait pour sa vie nocturne. C'est aussi l'une des capitales culinaires des Philippines. Et au-delà de ça, vous voyez que la plupart des villes sont à Mindanao. Donc, au-delà de Davao, il faut également mentionner Cagayan de Oro, qui est la principale centre du nord de Mindanao, où on parle également Cebuano. À l'ouest de Cagayan, vous avez Iligan, qui est aussi un centre important pour les industries lourdes et pour l'hydroélectricité. À l'ouest de Davao, General Santos, qui est le principal centre de Socargen et qui est aussi un centre important pour la pêche. Et enfin, à l'extrémité ouest de Mindanao, vous avez Zamboanga, qui est la principale île de l'extrémité ouest de Mindanao et qui est également connue pour abriter le chavacano. Le chavacano, c'est la seule langue créole d'origine espagnole d'Asie. Pour terminer ce tour, il faut mentionner après Cebu les îles de Iloilo, qui est connue pour son industrie textile, et Bacolod, qui est connue pour son industrie du sucre. Concernant le découpage administratif, à partir de Luzon, vous avez au nord-ouest la région administrative des Ilocos. Alors le nom Ilocos, c'est tout simplement parce que les 2/3 de cette région sont composés de Ilocano. Ilocano est l'une des langues principales des Philippines. Ilocos, en fait, c'est une région qui est très orientée vers le monde agricole. Également, c'est une région qui a fourni 4 présidents des Philippines, donc c'est-à-dire un quart de tous les présidents des Philippines viennent uniquement de cette région. On peut notamment citer Quirino Ramos, qui est le cousin de Ferdinand Marcos, et aujourd'hui son fils, qui est le président des Philippines. Au sud de la région d'Ilocos, vous avez en fait la région de Pangasinan, qui, en raison de sa proximité avec Manille, beaucoup plus proche au sud de cette région, est un peu plus industrialisée. Elle parle toutefois pas le Ilocano, mais le Pangasinan, qui est une langue qui fait partie de la même famille, mais qui est différente. Au centre, vous avez la Cordillera Centrale, qui est en fait une région très montagneuse. Et en raison de la topologie montagneuse, eh bien, justement, l'influence espagnole était moins présente. Et donc, il en résulte d'une part une diversité ethnique, plus grande que dans le reste des Philippines, et d'autre part, une christianisation moins importante. C'est là qu'on retrouve notamment les Ifugao et aussi les fameuses terrasses de riz de Bontoc ou de Banaue. À l'est, vous avez la vallée de Cagayan. La vallée de Cagayan, elle est centrée sur le fleuve Cagayan qui permet un rendement agricole important. Il faut savoir que depuis le 19e siècle, vous avez eu un mouvement de population, de migration Ilocos, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Ilocano sert de lingua franca dans la région. Au sud de cette région, vous avez la fameuse plaine centrale de Luzon. Et en fait, la moitié du PIB de cette région est comprise entre 2 préfectures. Pampanga, que nous avons cité, puisque la ville principale est Angeles, mais également, vous avez Bulacan. Alors, il faut noter au niveau des langues qu'ici, c'est la région du Tagalog, à l'exception du Pampanga, qui parle le Kapapanga. La raison pour laquelle le PIB est concentré essentiellement entre Bulacan et Pampanga, c'est tout simplement parce que vous aviez une base militaire américaine et qu'à la suite du départ des Américains, vous aviez une zone franche qui a été installée. Il faut noter également la province de Nova Ecija, qui est l'une des plus grandes préfectures productrices de riz des Philippines. Et enfin, la province de Aurora, là où est né le 2e président des Philippines, Quezon. Enfin, vous avez toute la plaine centrale, Manille, dont je vais parler. Et au sud de Manille, vous avez Calabarzon, qui est un acronyme pour désigner Cavite, Laguna, Rizal et Quezon, qui est adjacent à Manille. Et du coup, la principale activité de cette région, ça va être justement le secteur industriel et le secteur des services. Et enfin, le sud de Luzon, donc la fameuse région de Bicol, où on parle le Bicol, qui en fait avait pour particularité historique, pendant le galion de Manille, ces forêts servaient entre autres à réparer les fameux navires. Et donc, vous avez un certain dynamisme dans leur chantier naval. Et du coup, des liens se sont formés entre les Philippines et le Mexique. Et c'est pour cela, par exemple, que les autochtones ont adopté certains traits culinaires comme le piment du Mexique. Et ce qui fait que la gastronomie de Bicol est beaucoup plus pimentée, épicée que le reste des Philippines. Il faut mentionner de l'autre côté la région de Mimaropa, qui est la plus grande région des Philippines. Alors Mimaropa comme Mindoro, Marinduque, Romblon et surtout Palawan. Alors Palawan est connue parce que d'une part, effectivement, c'est l'une des plus grandes îles de la mer de Chine méridionale, mais elle abrite des sites touristiques comme El
El Nido, comme la rivière souterraine de Puerto Princesa, mais aussi des mines de nickel. Donc les Philippines sont le deuxième producteur de nickel au monde. Ensuite, nous arrivons dans les Visayas avec Samar et Leyte, qui est la région malheureusement la plus touchée par les typhons. C'est aussi la région où on produit le plus de géothermie. Les Philippines est un des plus gros producteurs de géothermie au monde. Et au niveau des langues, on parle le Waray, qui est une langue qui est associée aux Visayas. Ensuite, vous avez Cebu et Bohol. Cebu, c'est là où est né le Cebuano. À titre d'information, Cebuano était la langue maternelle la plus parlée par les Philippins jusqu'aux années 1980. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième. Et Bohol, c'est là où vous allez retrouver ces fameux tarsiers, c'est les plus petits primates, mais également les Chocolate Hills. Et enfin, à l'ouest, vous avez Panay et Negros, dont on a parlé avec Bacolod et Iloilo. Enfin, on termine avec Mindanao. Alors, vous avez en fait, d'une part, les régions majoritairement chrétiennes et souvent Visayas, où on parle de Cebuano, que sont les régions du nord de Mindanao, autour de Cagayan de Oro, mais aussi la région de Davao, la région de Caraga. Et puis, vous avez la région de Zamboanga à l'ouest. Et puis, malheureusement, la région de Sosgarden et de Bangsamoro vont connaître effectivement une activité liée au terrorisme. C'est justement à la suite des accords de paix de 2014 que la région de Bangsamoro, qui veut dire la patrie des Moros, les Moros sont les noms qui étaient donnés par les Espagnols aux musulmans, los Moros, que justement une région autonome a été créée. Et c'est la seule région autonome de toutes les Philippines, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre drapeau, et du coup ça va remettre en cause les Philippines puisque ce n'est pas un État fédéral. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, puisque pour le moment elles fonctionnent selon une loi organique, c'est plutôt une assemblée constituante, mais en 2025 vous allez avoir des élections générales. Alors au niveau du tourisme, nous devons forcément mentionner Boracay, qui est connu pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises à recommander effectivement s'il n'y a pas énormément de monde. Palawan avec El Nido, qui est réputé pour ses formations karstiques, ses lagons cachés et ses plages isolées. Coron, avec ses épaves de la Seconde Guerre mondiale, ses lacs d'eau douce et ses spots de plongée. Puerto Princesa, qui est la capitale de Palawan, qui est connue pour sa rivière souterraine classée au patrimoine de l'UNESCO. Puis nous devons mentionner également le patrimoine culturel de Cebu, comme notamment la Croix de Magellan, la basilique Minore del Santo Niño et ses plages. Bohol, notamment pour ses Chocolate Hills, la rivière de Loboc et le sanctuaire des Tarsiers. Manille, avec son quartier historique Intramuros, le parc Rizal et ses églises coloniales. Sagada pour ses paysages montagneux et ses rizières terrasses. Vigan, à Ilocos, qui est une ville historique classée au patrimoine de l'UNESCO avec son architecture coloniale espagnole qui est bien préservée. Banaue, avec ses rizières en terrasse classées au patrimoine de l'UNESCO. Et Donsol, qui est connu pour l'observation des requins et des baleines. Concernant les langues officielles. Les deux langues officielles des Philippines sont d'une part l'anglais, en raison de la situation coloniale antérieure. Donc c'est un anglais plutôt américain. Donc l'anglais est une langue germanique. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez le tagalog filipino. Parlons de ce tagalog filipino, sachant que il faudrait aussi mentionner le taglish, qui est un mélange de tagalog et d'anglais, tagalog English, taglish, un peu comme à Singapour avec le singlish. Alors le tagalog, aujourd'hui, il est parlé entre un quart et un tiers des Philippins comme langue maternelle, notamment autour de la région de Manille. Ce chiffre était beaucoup plus bas auparavant, mais il a tendance à augmenter puisque depuis 1937, le tagalog est la langue officielle. D'après les prévisions, à la fin du 21e siècle, normalement, la moitié des Philippins devraient parler tagalog comme langue maternelle. Donc, elle n'est pas la langue majoritaire en tant que langue première, mais elle est effectivement comprise par tous les Philippins puisqu'elle est la langue d'enseignement, la langue des médias, la langue des affaires. Le tagalog est une langue austronésienne. C'est la troisième langue austronésienne après le malais indonésien et le javanais. Il s'écrit avec l'alphabet latin, mais il faut savoir qu'il existait avant les Espagnols une écriture qu'on appelle baïm-baïm. Il faut également noter quelle est la différence entre tagalog et filipino. Alors, le changement de nom, il est en fait plus politique que linguistique. Si vous voulez, le tagalog, c'est un peu comme si on disait le castillan en Espagne, et le filipino, c'est un peu l'espagnol. Donc, pour les Philippins, on utilise avant tout le mot tagalog, alors que vu de l'extérieur, on devrait utiliser le filipino. Puis c'est aussi une décision politique pour dire que le filipino, c'est la langue des Philippines, tandis que le tagalog va être beaucoup plus restreint. Il existe différents types de dialectes du tagalog. Le tagalog est parlé à Manille, Marinduque ou à Romblon, ou notamment à Batangas. Il y a 5 types de familles de langues. Aux Philippines, en fait, l'écrasante majorité des langues sont austronésiennes. Parler des langues austronésiennes, regardez la vidéo sur la Malaisie. Vous avez d'abord les langues des Philippines centrales qui regroupent presque 90% de toutes les langues des Philippines. Au-delà du tagalog que je viens de mentionner, il faut également citer le bicol, le waray
waray, le cebuano, l'ilongo ou iligaino, qui est la langue parlée à Bacolod, Iloilo. Vous avez également le banto onan, le karayay, le aklanon ou le tosuk. Ensuite, le deuxième groupe de langues important, ça va être les langues du nord de Luzon, autour de l'Ilocano, du Pangasinan, mais on peut également citer l'Ibanag, le Gadang. Troisième groupe qui est important, porté essentiellement par une seule langue, c'est les langues de Luzon centrale avec le Kapapanga. Ensuite, vous avez deux autres types de langues qui sont très peu parlées, les langues bataniques qui sont parlées aux îles Batanes, qui sont les îles qui sont situées au détroit de Luzon, à peine par 45 000 locuteurs. Et puis, les langues du sud de Mindanao, notamment, vous avez Baklan, Tlatla, Teboli, Teduray, et les langues de Danao, notamment autour de Maguindanao, Maranao et Liraun, qui ont 2 millions de locuteurs. Alors, la répartition ethnique des Philippines, elle est simple. Elle s'effectue en fonction des langues. Donc, vous pouvez voir qu'un tiers des Philippins sont considérés comme Philippins parlant le tagalog, essentiellement concentrés sur l'île de Luzon, suivi par les Visayas, notamment ceux qui parlent le cebuano. Et vous voyez que le cebuano, c'est 20%, l'iligaino ou ilongo, c'est 7,5%, le waray 4%. Sur Luzon, vous avez l'ilocano 9%, le bicol 6%, et enfin sur Mindanao, vous avez un certain nombre de langues qui font que vous êtes dans une véritable mosaïque de peuples. Alors, justement, comment on est arrivé dans cette situation? Eh bien, là encore, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. Les premiers habitants des Philippines, ce sont les Negritos. Le nom a été donné par les Espagnols plus tard. C'est un groupe de chasseurs-cueilleurs qui est arrivé il y a 30 000 ans sur cet archipel. Et puis, il y a 2000-3000 ans, eh bien, ce sont les Austronésiens, dont nous avons parlé lors de la vidéo sur la Malaisie, qui sont arrivés et qui ont apporté avec eux les techniques de la culture du riz. C'est pour cela que vous avez les terrasses de riz, notamment la poterie et la technologie de la haute navigation. Alors, étant donné que les Philippines est un pays d'Asie du Sud-Est, il faut également se poser la question de l'influence de la Chine et de l'Inde. Alors, l'influence de l'Inde a été beaucoup moins importante que ce qu'on a pu voir sur la Thaïlande, le Cambodge ou la Malaisie, ce qui est normal puisqu'effectivement l'archipel est beaucoup plus éloigné. Mais aussi parce qu'on voit que les Philippines ne se sont pas convertis au bouddhisme ou à l'hindouisme comme leurs homologues thaïlandais ou indonésiens. Mais toutefois, on peut noter une influence, notamment cette fameuse écriture, le Baïbaïn, influencée du vieux javanais, elle-même influencée par le sanskrit et qui a été importée par les différents empires de Srivijaya et de Majapahit. Donc on pourrait noter l'influence indienne via l'écriture. L'influence chinoise est beaucoup plus importante. Effectivement, là, vous êtes beaucoup plus proche de la Chine et vous avez des communautés chinoises, notamment installées à Luzon, notamment des commerçants chinois. Pendant plus de 2000 ans, les Philippins, qui est un peuple austronésien, vivaient généralement d'une agriculture itinérante, mais également de la chasse et de la pêche. L'agriculture de subsistance et l'éloignement, voire l'isolement de ces îles par rapport aux routes commerciales ont empêché l'émergence d'un pouvoir central, comme il y a pu avoir à Angkor ou à Borobudur en Indonésie ou à Sukhothai en Thaïlande. Les Philippins vivaient en général en groupe de parenté étendus que l'on appelait les barangay, qui est aujourd'hui une unité administrative, sous l'autorité d'un chef qu'on appelle les datu. Les Philippins pratiquaient en général des croyances teintées de monothéisme ou de polythéisme. Et donc tout va basculer au XVe siècle avec l'arrivée de l'islam. Bien que les Philippins aient connu une forme d'écriture, malheureusement les supports utilisés n'ont pas été conservés et c'est pour cela que malheureusement on n'a pas d'écrit de cette époque et finalement il faut avoir recours à la recherche archéologique, à l'étude de textes, de légendes pour comprendre ce qui s'est passé dans cette période précoloniale. Comme je le disais, l'un des tournants va être l'arrivée de l'islam. Alors l'islam est arrivé en fait dans l'île de Tawi-Tawi, donc dans l'archipel des Sulu, donc au sud de Mindanao, en 1380. Depuis effectivement Bornéo, nous avons parlé de la vidéo de Malaisie, et au-delà d'apporter de nouvelles croyances, également établir de nouveaux systèmes politiques, notamment le sultanat. 4 types de sultanats qui vont marquer l'histoire de Mindanao. D'abord, le sultanat de Boyin, qui est aujourd'hui Cotabato. Alors, Boyin, en fait, a été un sultanat important puisqu'il était centré sur un fleuve, ce qui lui a permis d'avoir des rendements agricoles importants et de devenir une puissance importante qui a permis effectivement l'émergence de l'islam dans le sud de Mindanao. Et également, au cours de son histoire, Boyin a toujours réussi à résister aux attaques des Espagnols, ce qu'on appelle les guerres hispano-moro, qui ont été menées pendant 300 ans. Et effectivement, l'éloignement de l'Espagne, d'une part, la pratique de la guérilla, les croyances fortes ont permis à ces sultanats de conserver une autonomie pendant 300 ans. Après le sultanat de Boyin, vous avez le sultanat de Maguindanao, qui est arrivé à peu près au même moment. Alors, les deux sultanats étaient parfois rivaux, parfois ils étaient en collaboration. Le sultanat de Boyin n'hésitait pas parfois à
a passé des alliances avec les Espagnols contre le sultanat de Maguindanao. Et lui aussi était centré sur le sud de Mindanao et c'était aussi une puissance terrestre importante qui a été créée par Sharif Qabooswan, un Malais, et qui va connaître son âge d'or, son expansion, Mohamed Koudara, et qui va notamment inclure jusqu'à les îles Palawan à la suite d'un mariage avec une princesse de Palawan. Et les Espagnols vont reprendre Palawan qu'en 1705. Vous avez encore sur Mindanao la confédération des États de Lanao. À la différence des deux que tu as cités précédemment, là, le pouvoir est beaucoup plus décentralisé. Donc, c'est pour ça que c'est plus une confédération. Et il est plutôt centré sur le lac de Lanao que nous avons mentionné. Enfin, il faut mentionner le sultanat de Sulu qui, à la différence des autres, est beaucoup plus une puissance maritime, une thalassocratie. Alors, Sulu, en fait, a été créée en 1457. Elle s'émancipe de la tutelle de Bornéo un siècle plus tard. Et puis ensuite, elle va commencer à même grignoter sur l'Empire brunéen, puisque le nord de la région de Bornéo, la région de Sabah, va être sous le contrôle de Sulu. Rappelez-vous, dans la vidéo sur la Malaisie, ce sont les Anglais avec la North Borneo British Company qui va justement racheter les territoires au sultan de Sulu, qui va être une puissance importante aussi, puisqu'elle va contrôler les routes commerciales, parce que c'est une puissance maritime, grâce aux commerçants chinois, entre autres, et les principaux produits étaient le commerce des esclaves et des perles. Il va lui aussi connaître les guerres hispano-moro, et il va notamment mener des raids contre les Espagnols jusqu'au Visayas. C'est pour cela d'ailleurs que les Espagnols vont construire le fameux fort de Zamboanga pour être un fort de ravitaillement et aussi permettre de se projeter dans les attaques. Comment l'islamisation des Philippines s'est arrêtée? C'est à cause de l'arrivée des Espagnols. Alors comment les Espagnols sont arrivés aux Philippines? Eh bien là, c'est pas du tout un plan prévu. Il faut remonter, comme je vous ai dit à la vidéo sur la Malaisie, la prise de Malacca en 1511 par les Portugais. Lorsque les Portugais mettent la main sur ce centre commercial, eh bien ils ont accès à la carte de toutes les routes commerciales. Et ils découvrent notamment qu'il y a des épices très chères, que sont la muscade et le clou de girofle, qui sont essentiellement cultivés dans les Moluques. On en reparlera lorsque nous aborderons l'Indonésie. Parmi ces Portugais figure un certain Fernand Magellan, si vous voulez, Fernand Magellan. Fernand Magellan, en fait, c'est un ami de Serraj, qui est le second d'Albuquerque, et qui a été justement envoyé aux Moluques et qui informe son pote lui disant que, eh bien, il y a les clous de girofle et la muscade. Et donc, Fernand Magellan, eh bien, il aimerait bien prendre part à ce business. Donc, il va voir le roi du Portugal et lui propose une route commerciale différente. Et cette route commerciale, elle est ni plus ni moins que reprendre le projet inabouti de Christophe Colomb, c'est-à-dire une route vers l'ouest qui mène de l'Europe vers l'Asie. À l'époque, bien sûr, Magellan savait qu'il y avait l'Amérique. Le roi du Portugal, eh bien, refuse le projet de Magellan. Il n'a aucune raison, puisque les Portugais, en 1511, puis ensuite en 1519, maîtrisaient déjà la route commerciale menant du Portugal vers les Moluques. Et là, c'était la fameuse route de l'Est, puisqu'elle contourne l'Afrique, ensuite elle passe par l'océan Indien. Donc Magellan, portugais pourtant, va proposer son projet au roi d'Espagne, un fameux Charles Quint, qui lui par contre est très intéressé. Pourquoi? Parce qu'en 1494, vous avez le fameux traité de Tordesillas, qui justement va séparer le monde. À l'Est, les Portugais, à l'Ouest, les Espagnols. Par conséquent, les Espagnols ne peuvent pas emprunter la route de l'Est, puisque juridiquement, ils seraient en illégalité vis-à-vis du traité de Tordesillas, qui a été quand même proposé par le pape. Donc on ne pouvait pas aller à l'encontre de la décision du pape. Et donc Magellan va proposer ce projet à Charles Quint, il va accepter, qu'il va justement partir en 1519 de Séville, et il va aller en Amérique latine, il va découvrir le fameux détroit qui porte son nom aujourd'hui, les détroits de Magellan, traverser tout l'océan Pacifique qu'il nomme, parce qu'il a eu la chance à ce moment-là que la mer était super calme, alors que on sait très bien que c'est un océan très agité avec beaucoup de typhons. Finalement, il ne va pas arriver aux Moluques, il va arriver aux Philippines. Et donc, c'est comme ça que les Espagnols rentrent en contact avec les Philippines. Et il va débarquer sur l'île de Cebu. Il va passer un pacte. Et ensuite, un autre chef, le chef de Mactan, qu'on appelle Lapu-Lapu, va refuser son autorité. Il va le défier, mais effectivement, les informations ont été erronées.
pensant avoir à peine une centaine d'adversaires, il se retrouve face à un millier d'autochtones et il meurt lors de cette bataille. Toutefois, le reste de l'équipage continue leur aventure et de Cebu va à Moluques, le but du voyage, et échange des clous de girofle. Et là, il restait que 2 navires. Le premier navire a décidé de repartir vers l'océan Pacifique. Mais en raison des courants contraires et des avaries qu'ils ont rencontrées, eh bien, le bateau a dû revenir aux Moluques et la cargaison ainsi que l'équipage ont été ensuite capturés par les Portugais. Il dit hop, 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 là vous êtes en infraction. Tandis que le deuxième navire, eh bien, il va prendre la route vers l'ouest et il va passer par les détroits de la Sonde, longer l'océan Indien, passer le cap de Bonne-Espérance, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter puisqu'ils étaient en illégalité. Malgré cela, ils ont dû quand même accoster dans les îles du Cap-Vert parce qu'effectivement, il manquait de provisions fraîches et l'équipage était atteint du scorbut. Arrivés au Cap-Vert, ils ont prétendu être un autre navire espagnol, mais ils ont été démasqués lorsque l'équipage a justement acheté des produits contre des clous de girofle. Mais malgré cela, le navire va partir et c'est ainsi qu'on a la première circumnavigation. Ce premier tour du monde va conduire Charles Quint à financer d'autres expéditions, une deuxième, une troisième, une quatrième, mais en raison des courants contraires, elles se sont toutes soldées par des échecs. En 1529, Charles Quint décide avec le roi du Portugal de signer le traité de Saragosse de 1529 qui complète le traité de Tordesillas, puisque le traité de Tordesillas dessine la frontière dans l'océan Atlantique. Et comme vous savez, la Terre est ronde, eh bien, il fallait également tracer une deuxième ligne, puisqu'on considérait que tout ce qui est à l'ouest est en Espagne, tout ce qui est à l'est est au Portugal, mais effectivement, il fallait une autre ligne. Eh bien, le traité de Saragosse va dessiner une ligne, ce qui fait que toute l'Afrique et l'Asie sont dans l'hémisphère portugais et donc peuvent être réclamés par les Portugais, tandis que l'autre hémisphère est sous la domination espagnole, sauf les Philippines. Donc le traité de Saragosse aussi, c'est un traité au cours duquel le roi du Portugal renonce à sa suzeraineté sur les Philippines et c'est pour cela que les Philippines vont se retrouver pendant plus de 350 ans sous la domination espagnole. 30 ans après la signature de ce traité de Saragosse, le successeur de Charles Quint, Felipe II, va commencer la colonisation des Philippines, d'où son nom, et il va envoyer pour cela Miguel López de Legazpi. Alors Miguel López de Legazpi va signer le traité de Cebu de 1565, justement là où Magellan s'était installé. Et ils vont ensuite créer la ville de Manille. Alors, quel est le bilan économique de cette occupation espagnole? Alors, économiquement, je vous ai dit, le but principal des Espagnols, c'était les épices. Alors, les épices produites aux Philippines ne sont pas les clous de girofle ni la muscade en raison du climat différent, mais on peut quand même avoir d'autres épices comme le poivre, le curcuma, la cannelle et le gingembre. Vous avez également un peu d'or, un peu de cuivre, un peu d'argent, mais les véritables ressources des Philippines, ça va être les ressources agricoles. À la différence des colonies espagnoles du Nouveau Monde, les habitants des Philippines, eux, sont des habitants de l'Ancien Monde. Et c'est une grande différence puisque lorsque les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont apporté avec eux leur propre virus, des maladies que les Amérindiens ne connaissaient pas. On considère, alors vous pouvez commenter, mais on considère que 90% des populations autochtones ont été principalement décimées par ces maladies apportées par les Européens. Bien sûr, il y a eu d'autres facteurs, mais principal, ces maladies. Alors que les Philippines, étant situées à l'Ancien Monde, eh bien, les autochtones, les Philippins, avaient le système immunitaire qui leur ont permis de ne pas être décimés à la même proportion que les Amérindiens. Et ça a une importance puisque du coup, les Espagnols n'ont pas eu besoin d'importer, par exemple, des esclaves d'Afrique pour alimenter la main-d'œuvre dans les champs. Mais ils vont du coup utiliser les Philippins autochtones. Et c'est ce qu'on appelle le système de l'encomienda, qu'on retrouve également en Amérique latine, qui est un système qui permet aux conquistadores et à leurs descendants d'exploiter la main-d'œuvre locale dans un but d'exploitation agricole. Tout simplement un système de servage féodal, plus ou moins, mais effectivement un système d'exploitation. Alors Madrid va essayer de remédier à cela, puisque effectivement les Philippins étaient devenus des loyaux sujets chrétiens et il n'y a aucune raison d'asservir en fait des chrétiens. Ils vont essayer de changer la donne, mais face à l'opposition des Espagnols sur place, il ne sera jamais mis en place et l'encomienda va durer près de 300 ans. Véritable attrait économique des Philippines et la raison pour laquelle ils y sont restés, c'est que c'est aussi un point d'ancrage vis-à-vis du marché chinois. Et là, ça va être une ressource importante
économique pour les Espagnols autour du fameux galion de Manille. Alors le galion de Manille, c'est 2-3 navires qui vont 1 à 2 fois par an, selon les années, relier Manille à Acapulco au Mexique. Puisque je vous l'expliquais, d'après le traité de Tordesillas, eh bien, les Espagnols n'ont pas le droit de passer dans l'hémisphère portugais. Donc ils passent de l'autre côté. Ensuite, ils traversent Mexique, d'Acapulco à Veracruz. Et de Veracruz, ils rejoignent Séville. Les Espagnols avaient remarqué que l'isthme de Panama était beaucoup plus étroit que le Mexique, mais en raison de la malaria, ils ont continué d'opter pour le Mexique et ses hauts plateaux, leur permettant d'échapper à ces maladies tropicales. Quelles marchandises étaient échangées? Les Européens étaient très intéressés par les produits de luxe chinois, tels que la porcelaine, la soie, le thé. Il y a aussi d'autres produits, notamment les épices d'Indonésie ou quelques produits des Japonais. Mais les Asiatiques, eux, n'étaient pas intéressés par les produits européens, à l'exception peut-être des armes à feu ou de l'horlogerie. Donc, ce qu'il fallait comme pièce d'échange, c'était soit d'autres produits asiatiques, soit effectivement pour les Chinois, ça va être l'argent, l'or qui venait des mines de Bolivie, de Pérou ou d'Amérique. Donc en fait, c'est un échange entre la Chine et l'Espagne qui va durer pendant plus de 300 ans. Au 19e siècle, les choses vont également changer puisque le galion de Manille va s'arrêter et avec l'ouverture du canal de Suez de 1869, la liaison va se faire directement avec l'Espagne. Et puis également, il faut noter que la demande en sucre et en acaba, qui est le chanvre des Philippines, va également booster l'économie philippine. Politiquement, les Philippines vont être toujours attachées à la Nueva España, jusqu'à effectivement l'indépendance des colonies américaines, où là, Madrid va exercer directement son influence, son pouvoir. Il faut noter que le roi notait un gouverneur qui, en fait, sur place, était quasiment un roi. Il avait ses propres pouvoirs, sa propre cour, qu'on appelait la audiencia. Et ce gouverneur, en fait, devait s'appuyer notamment sur les moines, les frères dominicains, franciscains, jésuites, parce que justement, l'objectif des Espagnols, c'était l'évangélisation des îles. Ils ont atteint cet objectif puisqu'aujourd'hui, les Philippines demeure le principal pays majoritairement chrétien d'Asie. Cette conversion s'est effectuée vers des moines, mais ces moines, en fait, ont évangélisé en apprenant les langues locales. Et donc, du coup, ils ont écrit la Bible dans les langues locales et ils ont prêché l'évangile selon les langues locales et non selon l'espagnol. Et bien, du coup, le résultat, c'était que les Philippines sont devenues certes chrétiennes, mais elles ont conservé leur langue. C'est pour cela que l'hispanisation n'a pas fonctionné par rapport aux colonies d'Amérique. Les moines, politiquement, vont être jaloux de garder ce pouvoir d'intermédiaire puisque le gouverneur ne parlait pas les langues locales et les populations ne parlaient pas espagnol, donc c'était des intermédiaires qui étaient nécessaires entre les deux. D'autre part, les Espagnols, par manque de ressources et par manque de personnel, vont restreindre l'apprentissage de la langue espagnole aux Espagnols eux-mêmes. La société était très divisée. Vous avez les peninsulares qui venaient d'Espagne directement. Vous avez les criollos qui étaient les descendants des Espagnols, ça pouvait être des Blancs. Vous avez ensuite les mestizos, donc le mélange entre les Espagnols et les co, et puis los indios, c'est-à-dire les co eux-mêmes. À partir de 1863, l'Espagne va essayer de mettre en place un programme de scolarisation qui ne va pas fonctionner, mais les fils de bonne famille vont être envoyés en fait en Europe étudier dans les grandes universités d'abord d'Espagne, notamment vous avez Rizal qui a étudié par exemple à Madrid, à Paris, mais aussi en Allemagne. En étudiant à l'étranger, en fait, cette élite philippine observe que, avec les idées révolutionnaires d'égalité, de liberté, se rendent compte de l'oppression coloniale espagnole aux Philippines, des injustices sociales, et puis également que les autres colonies américaines ont obtenu leur indépendance. Donc, lorsqu'ils reviennent aux Philippines, ils reviennent avec eux avec un sentiment de nationalisme, et c'est ainsi que va être créé le Katipunan avec Andrés Bonifacio et Emilio Aguinaldo, qui vont créer ce mouvement pour encadrer et pour soit demander beaucoup plus d'autonomie et d'autres pour demander l'indépendance. Et vous arrivez ainsi à la révolution philippine de 1896-1897, où les Espagnols mettront un terme uniquement en leur promettant des réformes qui viendront très tardivement. Au même moment, un an plus tard, vous avez la guerre entre les États-Unis et l'Espagne. Alors effectivement, les États-Unis vont déclarer la guerre à Cuba, on le verra un peu plus tard, mais effectivement, le conflit va se déplacer aux Philippines.
Et les Américains vont complètement battre la flotte des Espagnols dans la baie de Nîmes. Et du coup, les Espagnols vont être contraints de signer le traité de Paris de 1898 qui cède aux États-Unis l'île de Cuba, l'île de Puerto Rico, l'île de Goa, mais aussi les Philippines en échange d'une indemnisation. Et donc, malheureusement, ils ont troqué la colonisation espagnole pour une colonisation américaine. Ce que, effectivement, Aguinaldo refuse. Et alors qu'au début, il aidait les Américains pensant qu'il l'aiderait à devenir indépendant, eh bien, il réalise que les Américains l'ont trompé et du coup déclare la première république philippine afin effectivement que les Américains mettent fin en envoyant plus de 100 000 soldats équipés d'un matériel très moderne par rapport aux troupes locales. Et c'est ainsi que, sous le mandat de McKinley, les Philippines vont devenir une colonie américaine. Il va falloir attendre le mandat de Wilson, et notamment le Jones Act de 1916, pour que effectivement on voit une réforme. On connaît Wilson, ses 12 points, etc. Donc on voit promesse qu'un jour les Philippines soient indépendantes, mais on ne connaît pas la date. On voit une réforme puisque les Philippines vont adopter un régime bicaméral avec une chambre haute composée de membres choisis par le président américain, mais une chambre basse élue directement par le peuple philippin. Et c'est ainsi que vous allez avoir l'émergence du Parti national de 1907 à 1946 et qui va conduire la domination de ce parti et notamment la principale revendication, c'est l'indépendance. Il va falloir seulement attendre 1933 avec la loi Harry Howe's Cutting et également Tidings McDuffie pour finalement avoir un Commonwealth des Philippines. C'est en 1934, les États-Unis acceptent que dans 10 ans, les Philippines deviennent indépendantes. Alors la raison aussi, c'est parce que après la crise de 29, il y a un parti politicien américain qui souhaite se débarrasser des Philippines, considérant qu'il s'agit plus d'un fardeau économique qu'autre chose. Puisque effectivement, la moitié du budget était consacrée notamment à l'éducation. Alors justement, c'est peut-être le seul bilan positif des Américains, c'est l'éducation. Parce que finalement, en 50 ans, ils ont réussi à faire des Philippines un pays anglophone, puisque les 100 000 soldats se sont transformés en 100 000 enseignants. Et donc, ils ont enseigné l'anglais partout. 20 ans après cela, vous avez déjà 20 000 enseignants philippins enseignant l'anglais. Donc déjà, c'était énorme. En 1939, on considère déjà que le quart des Philippins parlaient anglais. Et donc, la politique éducative était une réussite, alors que la politique économique était tout simplement les relations liées entre une métropole et une colonie, c'est-à-dire fondée sur l'exploitation économique, tout simplement. Alors, effectivement, cet héritage américain va se perpétuer même après l'indépendance. On voit par exemple dans sa forme constitutionnelle que les Philippines ont adopté dès leur indépendance, mais aussi aujourd'hui, un régime républicain comme existe aux États-Unis. En fait, les Philippines ont connu 3 constitutions. Celle de 1935, adoptée par Quezon, celle de 1973, sous la loi martiale, qui sera plutôt en régime parlementaire, mais en 1986, on revient à un régime présidentiel. C'est-à-dire que effectivement, le pouvoir exécutif est dans les mains du président et il existe un vice-président comme aux États-Unis. Le système est bicaméral avec une chambre haute, le Sénat, et une chambre basse, la Chambre des représentants. À noter toutefois que les Philippines ne sont pas un État fédéral comme les États-Unis. Mais justement, l'adoption de la loi organique pour créer le Bangsamoro, cette région autonome musulmane du sud de Mindanao, peut effectivement conduire les Philippines vers un fédéralisme. Mais je vous laisserai en commentaire me dire ce que vous en pensez. Nous avons un président qui nomme des gouverneurs. Les gouverneurs sont comme aux États-Unis, le président au niveau de la province et ensuite les provinces sont divisées en barangay. En fait, il faut noter 3 périodes depuis l'indépendance. D'abord, une première période qui va de 1946 à 1972, c'est la période avant Marcos, une période où en fait la vie politique philippine est bipartisane. Vous avez d'une part le Parti national de Quezon, qui a déjà dominé la première moitié du XXe siècle et qui va entre autres fournir les présidents suivants, notamment Magsaysay, Garcia ou Marcos. Et puis vous avez le Parti libéral, notamment avec Quirino ou Macapagal. De manière générale, lorsque les Philippines connaissent un président du Parti national, on va avoir l'adoption ou en tout cas le soutien au Tagalog comme langue nationale ou au Filipino comme langue nationale. On va avoir des politiques économiques nationalistes. On peut notamment nommer Filipino First Policy. Mais quand vous allez avoir un président libéral, vous allez plutôt avoir une économie orientée vers le libre-échange, vers plus de libéralisme politique. Quel que soit le parti politique,
les relations avec les États-Unis seront toujours étroites. Cela va se marquer dès l'indépendance, puisqu'en 1946, lorsqu'il déclare l'indépendance des États-Unis, les Philippines sont malheureusement complètement dévastées par l'occupation japonaise. L'économie est complètement détruite, à l'image de Manille ou de Cebu. Donc au final, Rojas est obligé de passer un deal avec les États-Unis, de demander l'aide financière. Et cette aide financière, elle est conditionnée par les États-Unis. D'abord, les Américains vont demander de garder un certain nombre de bases militaires sur le territoire philippin qui vont garder jusqu'en 1992. Vous allez avoir également l'imposition par les Américains d'une politique de libre-échange. Les Philippins ne vont pas pouvoir imposer, par exemple, un protectionnisme. Or, les Philippines sont encore une économie en voie de développement qui fonctionne énormément sur ses ressources agricoles, tandis que les États-Unis sont la première puissance mondiale, industrielle, économique. Donc le rapport de force n'est pas le même. En imposant le libre-échange aux Philippines, effectivement, on impose ces produits manufacturés et on conduit inéluctablement à déficit de la balance commerciale des Philippines. Mais le président Rojas n'avait pas le choix. Il avait tellement besoin de l'aide financière américaine qu'il a dû signer. Et donc c'est uniquement avec le temps que les échanges ont pu tout doucement s'améliorer, se rééquilibrer. Et c'est aussi pour ça que vous avez le succès des partis nationalistes. Le véritable basculement, effectivement, c'est l'élection de Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos est élu sous la bannière du Parti nationaliste en 1965. Il est réélu en 1969 et en 1972, il va imposer la loi martiale, ce qui va l'amener à rester au pouvoir encore 10 ans, où en 1981, il va être réélu au final en 1986 sous la pression internationale et le retour de Benigno Aquino, qui va malheureusement être assassiné. Le nom de l'aéroport de Manille porte son nom. Cela va conduire au départ de Marcos vers les États-Unis. Quel est son bilan? Eh bien, certains estiment qu'il est un président populaire parce que, d'une part, il a mis en place une réforme agraire, il a lancé l'industrialisation des Philippines, il a également lancé de grands projets d'infrastructure. On peut penser par exemple au pont entre Leyte et Samar. Mais d'autre part, certains le critiquent parce que justement, il n'a pas résolu la pauvreté, il n'a pas résolu les inégalités sociales et il a aussi créé malheureusement la guérilla au sud de Mindanao. En effet, en 1968, il a envoyé des soldats, notamment des soldats philippins musulmans en Malaisie combattre d'autres soldats musulmans qui refusèrent bien sûr de tuer leurs corélégionnaires. Au retour, certains, pour ne pas avoir exécuté les ordres, vont être eux-mêmes tués. La découverte de ce massacre de soldats musulmans philippins va conduire au Front de libération Moro qui va mener une guerre civile profonde à Mindanao pendant plusieurs années. Finalement, au bout de 10 ans, Marcos est finalement conduit à signer les accords de Tripoli en 1976 sous l'égide de Muammar Kadhafi pour justement essayer de trouver un accord pour résoudre ce problème. Et cet accord prévoyait notamment un référendum sur le statut de la région et en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements liés à l'organisation de ce référendum, eh bien, les Fronts de libération Moro va reprendre les armes jusqu'à un accord de paix final en 1997. Donc, au final, malheureusement, il est à l'origine de cette rébellion. En 1997, le Front de libération Moro va signer un accord de paix et une faction de ce front, le Front de libération islamique, va continuer par les armes jusqu'en 2014. Et c'est l'accord de paix de 2014 qui va être à l'origine en 2018 de la création du Bangsamoro. Ensuite, il faut noter que cette politique d'industrialisation ou de grands travaux, de grandes infrastructures, les dépenses dispendieuses du gouvernement Marcos, et en raison du contre-choc pétrolier, eh bien, au début des années 80, on va avoir une crise de la dette qui va particulièrement toucher les pays en développement comme les Philippines. Eh bien, cela va entraîner une crise économique majeure et c'est pour cela que vous avez un taux de croissance négatif à ce moment-là. Et c'est pour cela qu'en 1986, sous la pression internationale, Marcos quitte le pays et c'est la veuve de Benigno Aquino qui a été tuée, qui s'appelle Cory Aquino qui va prendre sa place. Ça va être la première femme des Philippines, 1986 aux années 90. Comme on l'a expliqué, effectivement, la croissance des Philippines était très forte entre les années 1960 et 1980, avec effectivement une chute au début des années 80 pour la crise de la dette que je viens d'expliquer.
On voit qu'ensuite, avec le retour de la démocratie, que le PIB continue d'être élevé jusqu'à la crise asiatique. Alors, il faut noter que les Philippines ont connu une crise asiatique moins forte que les autres puisque justement, elles ont effectué les réformes nécessaires avant que celle-ci s'opère. Et depuis 2000, en fait, on voit que la croissance économique des Philippines est assez élevée puisqu'elle va effectivement entre 4 et 6% jusqu'à la crise de 2008. Effectivement, avec la crise de 2008, le taux de croissance est moins fort, mais il est quand même positif, 1,4. Et ensuite, il continue d'être élevé autour de 7%. Effectivement, les Philippines se développent et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez, sous les mandats d'Arroyo et de Benigno Aquino III, effectivement une forte croissance. Parce qu'effectivement, ils ont mis en place la libéralisation du commerce, la déréglementation des secteurs clés, de la privatisation des entreprises. Tout ceci permet au PIB de Philippines, qui était de seulement 83 milliards, de passer à 404 milliards. Donc, c'est-à-dire que le PIB des Philippines a quadruplé en 20 ans. Le PNB par habitant des Philippines a aussi quadruplé puisqu'il est passé de 1000 à 4000 $. Mais il faut considérer qu'en raison de la forte diaspora philippine, eh bien, les fonds de travailleurs représentent encore presque 9% du PIB philippin. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. La monnaie utilisée par les Philippines, c'est le peso. Alors effectivement, lorsqu'on regarde, on voit effectivement que c'est une économie qui dépend encore énormément du secteur primaire, puisqu'on a expliqué que c'est l'un des plus gros producteurs de noix de coco et de bananes au monde, 9% donc du PIB. Vous avez également la canne à sucre, le maïs, l'ananas, les agrumes, les papayes, les fruits tropicaux, le café et le tabac. Il faut aussi mentionner au niveau des minerais que les Philippines sont le deuxième producteur de nickel au monde et également un producteur de géothermie. Au niveau du secteur secondaire, eh bien là on voit effectivement une industrie qui va transformer ces matières premières, donc une industrie essentiellement agroalimentaire. On voit qu'il y a des géants américains comme Del Monte qui sont installés aux Philippines. Cela correspond à peu près à 20% de la main-d'œuvre et à 30% du PIB philippin. On peut également citer parmi ces exportations les équipements électroniques, les vêtements et les accessoires, les minéraux qui sont transformés. Et le secteur tertiaire, effectivement, se développe très fort. Alors déjà, vous avez les services financiers. Il ne faut pas oublier que Manille est un centre financier important, entre 6 et 8% du PIB. Le tourisme qui se développe et surtout le BPO. Alors le BPO, en fait, c'est le Business Process Outsourcing. En fait, c'est l'externalisation de services, par exemple la comptabilité, les ressources humaines, le service clientèle, généralement d'entreprises anglophones, donc du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Australie, qui vont externaliser une partie de leurs services parce que justement la main-d'œuvre philippine est qualifiée, elle est anglophone et elle est bon marché. Donc effectivement, ce BPO contribue à peu près à 10 à 15% du PIB philippin et il a été développé à partir d'Arroyo, donc depuis 20 ans. Et ça, c'est une source d'économie très importante. Parmi les grandes entreprises du pays, on doit citer Ayala Corporation, de la famille Ayala, qui est un ancien conglomérat des Philippines, qui est dans les télécoms, l'immobilier. SM Investment Corporation, donc c'est la famille Si, qui est effectivement un conglomérat aussi dans le commerce de détail et les banques. Jollibee Foods Corporation, donc c'est une chaîne de fast-food très présente aux Philippines, mais aussi vous pouvez le trouver dans le reste de l'Asie du Sud-Est. San Miguel Corporation, donc ça c'est la brasserie, mais également l'alimentation. Et PLDT, c'est l'entreprise des télécoms des Philippines. Ensuite, vous avez Globe Telecom, qui est un autre acteur, en fait, majeur dans le secteur de télécom. Et BDO Unibank, qui est l'une des banques les plus importantes des Philippines. Alors, concernant la culture et la société, d'abord, j'aimerais parler de Juan Luna, qui est l'un des peintres les plus connus des Philippines et qui a inspiré notamment le sentiment de nationalisme philippin. Vous avez Fernando Amorso, un autre peintre qui est connu pour ses scènes rurales traditionnelles. Les sculpteurs Guillermo Tolentino et Napoléon Abueva. Et bien évidemment, l'écrivain poète le plus connu qui est José Rizal. Alors, Rizal, il a étudié la médecine à Manille, donc il a d'une famille plutôt aisée. Il est parti en Europe étudier, notamment à Madrid, à Paris et en Allemagne, notamment exposé aux idées européennes, aux idées révolutionnaires. Il va écrire notamment El Filibusterismo, qui va contribuer, plaider à une certaine réforme des instances, notamment le fait qu'il plaide pour que les Philippines soient représentées au Cortés espagnol. Malheureusement, il va être exécuté en 1896. Vous avez ensuite Nick Joachim, qui est connu pour son œuvre Portrait of an Artist. Ensuite, les actrices et chanteuses comme Nora Honor ou Regine Velasquez. Et finalement, les Miss Univers, on peut citer Gloria Diaz, Margarita Moran, Pia Wurtzbach ou Catriona Gray, la dernière en date. Au niveau de la cuisine, d'abord, il faut citer le plat national. Le plat national, c'est adobo. Vous pouvez le manger soit avec du poulet, soit avec du porc. Et c'est dans un sauce soja, d'ail, de poivre noir, de vinaigre. Ensuite, vous avez le sinigang. Le sinigang, c'est une soupe aigre préparée avec du porc ou avec du poisson.
des crevettes ou du bœuf avec des légumes, notamment des haricots, des aubergines ou des épinards. Tous ces aliments, tous ces plats sont toujours accompagnés de riz. Ensuite, vous avez le lechon qui est en fait du cochon de lait rôti. Le carré carré qui est du ragoût de queue de bœuf. Effectivement, ce qui est caractéristique du carré carré, ça va être la sauce à base d'arachide. Vous avez le pancit, donc ce sont des nouilles. Alors vous avez différents types de pancit, effectivement. Le pancit canton, le pancit malabon. En général, on mange des pancit parce qu'on vous souhaite une longue vie. Vous avez le lumpia qui sont des rouleaux de printemps. Vous avez le bibinka, qui est un gâteau de riz cuit dans des feuilles de bananier. Le halo halo, qui est un dessert populaire avec de la glace pilée. Alors, il mélange tout, des haricots sucrés, des fruits, de la gelée, du lait condensé, de la crème glacée. Et enfin, le balut, qui est un œuf de canard fécondé. Ensuite, au niveau du sport, alors d'abord, en fait, j'aimerais vous mentionner que le sport principal aux Philippines, c'est pas celui dont vous pensez, c'est le karaoké. Non, je rigole. Non, en fait, vous avez le basketball, en raison de la colonisation américaine, mais vous avez des terrains de basketball dans n'importe quel village des Philippines, les plus reculés, notamment Robert Jaworski. Les Philippines sont également excellents dans les arts martiaux. On peut penser à la boxe, au wushu et au taekwondo. Alors bien évidemment, si on parle de boxe et de Philippines, je suis obligé d'évoquer Manny Pacquiao, qui est l'un des plus grands boxeurs professionnels et qui est sénateur. Et les Philippines ont de manière générale participé aux Jeux Olympiques depuis 1924. Ils ont remporté 8 médailles rien qu'en boxe. Vous avez aussi Ildilyn Diaz qui a remporté une médaille de bronze en haltérophilie. Alors pour finir, quels sont les défis des Philippines? D'abord les défis géopolitiques, on l'a mentionné, qui sont communs aux autres pays riverains de la mer de Chine méridionale. Les défis politiques, effectivement, notamment comment gérer l'après-accord de paix avec le Front de libération Moro. Espérons que le Mangsa Moro va permettre le retour à la stabilité, à la paix pour le bien-être de tous. Défis économiques, on voit que l'économie philippine est en plein boom, mais est-ce qu'elle bénéficie à tout le monde? On voit que les inégalités sociales et la pauvreté ont du mal à reculer. Elles reculent, mais vraiment doucement. Et les défis environnementaux, effectivement, les Philippines sont touchées en première ligne par les cyclones, les typhons, dérèglements climatiques touchent malheureusement en premier lieu les pays les plus vulnérables. Vous avez à chaque fois ces inondations qui s'accompagnent aussi de destruction, de mort. Et donc effectivement, on peut se poser la question. Et puis la pollution des sols avec les nickels. Voilà, comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, au revoir.